Bonsoir et bienvenue sur TATV Africa Today, c'est l'heure du journal. Le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale était cette semaine face aux députés à l'Assemblée. Mohamed Djane a donné des précisions sur le retard d'application de la loi de programmation militaire, une loi élaborée et adoptée en 2015 par le Parlement guinéen. Apporter des réformes au sein des forces de défense et de sécurité, c'est l'une des ambitions qu'affiche le chef de l'État depuis son élection à la tête de la Guinée en 2010. Pour matérialiser ce rêve, le gouvernement guinéen a procédé à l'élaboration de la loi de la programmation militaire qui a été adoptée en 2015 par le Parlement. Un an après son adoption, pouvons-nous faire une évaluation? Le ministre d'État à la présidence chargé de la défense répond à cette question des députés guinéens. Il y a des députés ici qui ont posé la question de savoir à quel niveau est-ce qu'on peut aujourd'hui faire une évaluation. On ne peut pas faire une évaluation parce qu'on n'a pas pu en 2015 faire la mise en œuvre. Les parlementaires guinéens ont également sollicité que le budget alloué au département soit séparé de celui destiné à cette réforme des services de défense et de sécurité. À cette autre question des députés, le ministre d'État à la présidence chargé de la défense ne manque pas aussi de réponse. C'est notre souhait. Mais, compte tenu du fait que nous étions dans un programme avec les institutions de Bretton Woods, il était très difficile de séparer les deux budgets. Parce que, comme vous savez aussi, la situation économique était très difficile et au niveau national et au niveau international. L'État prétend poursuivre cette réforme et compte surtout accentuer les efforts sur la formation des agents de défense et de sécurité. Le recrutement de 4000 gendarmes est prévu très prochainement. C'est un reportage signé Saalou Yombuno. Le premier responsable du département de la sécurité a lui aussi décliné ce vendredi sa politique sectorielle 2017 devant les députés. Pour Abdoul Kabele Kamara, la formation des policiers est au centre de ses préoccupations. Saloum Kondé. L'année 2017 s'annonce comme une année d'action au département de la sécurité. Plus question de faire des constats. Pour maître Abdoul Kabele Kamara, l'heure est à la matérialisation de toutes les initiatives. Nous restons les bras croisés, nous attendons. Nous passons à faire le constat amer depuis la Première République, en passant par la Seconde République. Jusqu'à nos jours, nous faisons que des constats. Il faut arriver à une situation qui soit fiable. Un avocat défenseur des forces de sécurité, le ministre du département très remonté en appelle à la responsabilité de tous les Guinéens pour la sécurité nationale. Mesdames et messieurs, nous sommes tous interpellés. Des interrogations ont été posées tout à l'heure. Ce sont les mêmes interrogations que je pose. Ensemble, nous devons réfléchir mieux à la situation sécuritaire. La responsabilité est collective. Combien de nos citoyens tombent sur les routes de Conakry à Djérékoré à Yomou? La complicité se trouve de toutes parts, au niveau des élus locaux, des populations, parce que tout le monde attend tout de l'État. En 2016, beaucoup d'actions avaient été entreprises dans son département. Et pour maître Abdoul Kabele Kamara, la formation a été au centre de ses priorités. Donc, nous avons mis la formation sur ces instructions au centre de nos préoccupations. J'ai eu les larmes aux yeux quand ceux qui sont chargés de réguler la circulation et que vous dénoncez chaque instant me racontent, m'avouent, à l'occasion d'une rencontre que j'ai eue avec eux, que la majorité d'entre eux n'avaient pas le permis de conduire, ne connaissaient pas le code de la route. C'est extrêmement grave. Comment voulez-vous que celui qui ne connaît pas le code de la route, qui n'a pas le permis de conduire, puisse réguler la circulation? De quelle éthique, de quelle déontologie on parlera? Messieurs les députés, et c'est tout cela que le président de la République nous a assigné comme mission pour apporter le changement. Les ambitions pour 2017 sont énormes, mais la construction d'une école d'élite de la police semble attirer le ministre de la Sécurité. Mais si par extraordinaire, vous, députés,
Vous arrivez à mettre en exergue, en parenthèse, une somme, un pactole de 400 milliards, mais alors je vous dis que ma priorité, c'est la formation, l'école nationale de la police. C'est très important, réserver un montant à l'école nationale de la police pour que vraiment elle puisse continuer à former nos gens. Non seulement la formation pour les nouvelles recrues, mais également la formation continue pour les anciens. Au dernier virage de sa présentation, le ministre de la Sécurité a indiqué que les recettes générées par la police routière sont devenues source de problèmes entre son département et celui des finances. La Guinée ne se retirera pas de la Cour pénale internationale. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui l'a déclaré ce vendredi devant les députés à l'Assemblée nationale. Selon Maître Sako, l'impunité prend aujourd'hui une proportion très inquiétante dans le pays, et cela du fait que la justice guinéenne est trop dépendante des partenaires. Le faible budget, j'allais dire, alloué et le manque d'un statut particulier de l'administration pénitentiaire en sont les causes. Daouda Mohamed Kamara. La Guinée reste et demeure dans la CPI, la Cour pénale internationale. Ces mots sont du ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de son passage devant l'Assemblée nationale pour l'adoption de son budget annuel 2017. Pour Maître Cheikh Sako, la Guinée adopte la position de l'Union africaine qui n'a pas encore décidé de retrait des pays africains dans cette institution suprême de la justice. Et par ailleurs de s'interroger que si la Guinée se retirait aujourd'hui de la CPI, que fera-t-elle pour juger les crimes commis le 28 septembre dans lequel dossier est associé la Cour pénale internationale dans les enquêtes? De ces mots, si Cheikh Sako avait lui-même négligé l'impunité en Guinée, aujourd'hui, dit-il, je l'affronte dans toutes ses dimensions. Pour donc inverser la donne, l'ancien avocat au barreau de Montpellier fait remarquer que voilà pourquoi actuellement il y a la suspension de plusieurs juges de paix, des pénitenciers et certaines autorités administratives, notamment des préfets et commissaires de police, pour des raisons d'entretien de l'impunité dans leur juridiction. En ce qui concerne l'éradication de l'impunité, Cheikh Sako promet ne jamais reculer, même avec le président de la République. En prélude à la célébration de la journée internationale du volontariat, célébrée chaque année le 5 décembre dans le monde, l'Agence nationale du volontariat jeunesse mène déjà des activités sur le terrain. Lors d'une conférence de presse au lycée Koleya, l'ANVJ, a indiqué que son objectif est de faire la promotion du volontariat dans le milieu scolaire. Suivez ce reportage de Mamadou Alphaba. Mobiliser les ressources humaines et l'expertise nationale en vue de la participation des jeunes au chantier de développement communautaire est la principale mission de l'Agence nationale du volontariat jeunesse. Les membres de cette structure interviennent déjà dans divers domaines, à savoir la santé, l'agriculture et l'éducation. Nous profitons de cette occasion et de cette journée aussi pour faire connaître le volontariat. Le volontariat, c'est quoi? C'est un acte volontaire. C'est un échange mutuel entre deux ou plusieurs personnes, sans s'attendre à un salaire ou à quel que soit. Nous intervenons dans plusieurs domaines, le domaine de la santé, nous intervenons dans le domaine de l'éducation. Pour promouvoir les initiatives et les actions du volontariat en Guinée, l'Agence nationale du volontariat jeunesse mène des offensives dans les centres d'apprentissage ou les milieux scolaires. En tout cas, les élèves du lycée Koleya dans la commune de Matam semblent bien compris et adhérer à l'idéologie du volontariat. Je mobiliserai les gens de mon établissement parce que je fais partie de la commission culturelle. Je mobiliserai mes amis de l'établissement de prendre soin de l'établissement. Par exemple, les environnements, les ordures qui sont dans la cour de l'école. D'arrêter de jeter les ordures n'importe comment, de mettre les ordures dans la poubelle ou bien de prendre quelque chose, déposer les ordures au lieu de mettre les ordures dans la cour. Ce n'est pas quand même joli. Je suis prêt à m'engager pour aider la Guinée dans le domaine de la volontariat. Et puis, plus loin, nous saurons aider les communautés. Avant les festivités de célébration de la Journée internationale du volontariat, l'ANVJ entend organiser une campagne d'assainissement à la Blue Zone de Dixine. Les personnes menacées de déguerpissement à Massaïa, dans la commune de Dubreka, implorent toujours la grâce du chef de l'État.
Par la voix de leur porte-parole, des femmes de Massaya demandent au président Alpha Condé d'avoir pitié d'elles et de penser à leur peine. Fanta Condé est au micro de Daouda Mohamed Kamara. Nous nous inclinons devant la sagesse du président Alpha Condé, afin qu'il ait pitié de nous, qu'il nous aide en ce qui concerne nos habitations, qu'on nous laisse tranquilles. Ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute aux administrateurs à la base. Qu'ils soient ceux qui ont construit dans la zone industrielle ou réservée, personne ne l'a fait d'elle-même. Ce sont les autorités qui leur ont délivré les documents, leur permettant de s'installer. Sur le continent, maintenant en Afrique, en Angola, le président José Eduardo, âgé de 74 ans, a décidé de mettre un terme à son règne sans partage de 37 ans à la tête du pays. Il ne sollicitera pas de nouveau mandat lors des élections générales prévues l'an prochain. Plus de précisions dans ce reportage. C'est un homme réfractaire à la lumière, mais grand faiseur de l'ombre. Un homme peu enclin aux apparitions publiques, mais omniprésent dans tous les secteurs du pays. Après 37 années d'un règne sans partage, José Eduardo dos Santos a décidé de passer la main. Arrivé au pouvoir en 1979, ce fils de maçon a imposé son autorité. Le président angolais dirige son gouvernement, commande l'armée et la police, nomme les juges, contrôle l'économie et les médias. Il réprime régulièrement l'opposition, comme à l'automne 2011, quand dans les rues de Luanda, on réclame davantage de liberté, de démocratie et de meilleures conditions de vie. Ce grand stratège a sorti l'Angola de la guerre civile. Il a aussi favorisé le boom pétrolier, mais ce bond en avant n'a bénéficié qu'à une infime partie de la population et surtout à sa famille. À commencer par sa fille aînée, Isabelle, surnommée la princesse, considérée comme la femme la plus riche d'Afrique par le magazine américain Forbes. Elle vient d'être installée aux commandes de Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. À 74 ans, l'ancien rebelle marxiste semble fatigué par la maladie. Il devrait être remplacé à la tête du MPLA, le parti au pouvoir, par son ministre de la Défense et vice-président actuel du mouvement. En mars dernier, à la surprise générale, José Eduardo dos Santos annonçait sa retraite pour 2018, un an après les prochaines législatives. Personne n'y croyait vraiment. Aux dernières nouvelles, il s'en irait bien plus tôt. Les Italiens se rendent demain aux urnes pour un référendum constitutionnel. Le chef du gouvernement, Matteo Renzi, joue son avenir sur cette réforme censée simplifier le pays. Il a clôturé hier soir sa campagne à Florence. Suivez. Matteo Renzi risque gros. Depuis son arrivée au pouvoir en février 2014, le jeune chef du gouvernement italien présente au pays cette réforme constitutionnelle comme le seul moyen d'améliorer la stabilité institutionnelle de l'Italie. Une réforme à laquelle il a lié son avenir politique. Je prends la responsabilité de dire que si je ne réussis pas à faire dépasser le bicamérisme parfait, je considère terminer mon expérience au gouvernement et aussi mon parcours politique. Des propos qui ont transformé ce vote en un plébiscite pour ou contre Renzi, réveillant tout le mouvement d'opposition du pays, de l'extrême droite au mouvement populiste 5 étoiles. Je dis non! Je dis non! Aujourd'hui à Rome, ils sont des centaines à battre le pavé. Familles, jeunes, retraités, tous déçus par le gouvernement Renzi et décidés à voter contre sa réforme. C'est une réforme dégoûtante. L'Italie, le peuple italien doit reprendre sa souveraineté. Cette réforme donne plus de pouvoir aux banques et aux lobbies. La Constitution est sacrée. Nous l'avons toujours protégée, même à l'époque de Berlusconi. Avec cette réforme, ils veulent même nous empêcher d'élire nos sénateurs. Car la réforme prévoit une réduction drastique du nombre de sénateurs et des pouvoirs du Sénat, qui ne votera plus la majeure partie des lois, ni la confiance au gouvernement. Pour convaincre les indécis, Matteo Renzi sillonne depuis des semaines le pays. De passage à Potenza dans le sud de l'Italie, il croit dur comme fer qu'il peut faire mentir les sondages qui donnent le nom en tête. Les sondages se trompent. Il faut être optimiste, souriant. Ça fait 20 ans que tous les partis politiques de tous bords disent qu'il faut réformer ce pays. Cette fois-ci, il faut le faire pour réduire la bureaucratie et simplifier le système. Une chose est sûre, une victoire du non ouvrira une phase d'instabilité politique dans ce pays, qui a vu défiler plus de 60 gouvernements depuis 1948.
Le monde du football est ébranlé après la révélation d'un énorme scandale de fraude et d'évasion fiscale. Joueurs et entraîneurs sont montrés du doigt. C'est le cas de l'agent Jorge Moreno. Cristiano Ronaldo, lui, aurait dissimulé 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux pour échapper au fisc espagnol. L'entraîneur José Mourinho serait également concerné. 18 millions de documents ont été analysés. Suivez. Fraude fiscale, blanchiment d'argent. Surnommée Football Leaks, l'enquête met en cause des superstars du ballon rond. Parmi elles, Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Real Madrid, ou encore José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United. C'est en tout cas ce qu'affirment une douzaine de journaux européens, dont l'espagnol El Mundo, l'allemand Der Spiegel ou le site internet français de Mediapart notamment. Ces ténors du football auraient profité d'un système très élaboré d'évasion fiscale. Un système monté par Jorge Mendes, leur agent. Le grand favori pour le prochain Ballon d'Or aurait alors dissimulé 150 millions d'euros de revenus de sponsoring dans des paradis fiscaux en Suisse et dans les îles Vierges britanniques ces 7 dernières années. José Mourinho, lui, aurait caché près de 12 millions d'euros au fisc. Très vite, Jorge Mendes, l'un des agents les plus influents du monde du football, a démenti ces accusations. Cristiano Ronaldo et José Mourinho sont en règle avec les services des impôts espagnols et britanniques. Cette enquête, basée sur la fuite de plus de 18 millions de documents, impliquerait aussi d'autres vedettes du foot, comme Radamel Falcao, James Rodriguez ou encore Ricardo Carvalho. Cet été, Lionel Messi, le célèbre attaquant du FC Barcelone, avait lui été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, ça a été un plaisir de vous servir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre édition d'information. Merci à vous et passez un excellent week-end. Bonsoir.